L'idée, c'était de vous présenter les services avancés en officine en tant que réponse à des enjeux de santé publique, notamment français. Et tout ça, tous ces travaux-là sont tirés d'un travail de thèse que j'ai réalisé sous la direction de Luc Besançon, que vous devez connaître dans cette instance. Effectivement, en tant que jury de thèse, un certain nombre de représentants à la fois de la profession, de la puissance publique et des différents corps intermédiaires. Donc, pour adapter ce travail de thèse à vos attentes, je vais commencer ce travail par une introduction brève, vous exposer les problématiques qui m'ont permis qui m'ont donné l'idée et l'envie de travailler sur ce sujet-là. Après, je vais, comme on a des confrères internationaux, je vais rappeler un petit peu, je vais faire un panorama des services qui sont déjà existants en France. Puis après, je vous exposerai les services que j'ai trouvés à l'international selon une certaine méthodologie qui pouvaient répondre finalement à ces fameux enjeux de santé publique. Et après, on pourra discuter un petit peu de ce travail et je vous présenterai mes conclusions. Donc, en introduction, l'idée est de dire que le pharmacien a priori une vocation de santé publique et une vocation finalement, par ses missions, à répondre à des enjeux. On a vu cela à travers les époques, mais qui a été d'autant plus exprimé pendant la crise sanitaire, où il a su être innovant, résilient, et on peut se dire que demain, il y aura d'autres enjeux et que le pharmacien pourra avoir cette capacité d'adaptation pour répondre à de nouveaux enjeux de santé publique. Et à partir de là, on peut considérer qu'il remplit pleinement son rôle de professionnel de santé. Donc, l'idée, c'était de se dire dans quelle mesure les pharmaciens d'officine peuvent répondre aux enjeux de santé publique actuels et à venir, et quels sont les nouveaux services avancés déjà mis en œuvre à l'étranger qui permettent de répondre à ces enjeux. La problématique secondaire, c'était finalement souvent on fait une liste de l'ensemble des missions, mais on n'évalue pas forcément l'impact, enfin l'effort pour mettre en œuvre ce service au sein de notre système de santé, au sein de notre réseau pharmaceutique, et on n'évalue pas forcément l'impact que pourrait avoir ce service sur la population et sur l'organisation des soins. Et l'idée, c'était de prendre en considération ces deux éléments, l'effort, la difficulté à la fois financière, matérielle, de formation, etc., de mise en place et l'impact que ça pourrait avoir. Donc, concernant la France, on peut un panorama en 5 catégories. La prévention, donc tous les items de prévention, la prévention et même la promotion de la santé. Un deuxième élément autour de le pharmacien en tant qu'initiateur et personne qui peut optimiser également les traitements dans un certain nombre de cas. Une troisième partie sur un approvisionnement sûr et continu pour les patients. Une quatrième sur la gestion optimale des traitements par les patients. Et enfin, sur les soins coordonnés. Sur les éléments de prévention inhérents à notre pays, on a aujourd'hui un nouvel élément qui va prendre son application d'ici un mois, qui est un entretien court de prévention sur les médicaments et la grossesse à l'officine. L'idée, c'est via des supports créés par les agences de tutelle, de sensibiliser via un temps court de prévention les femmes en désir de grossesse ou en cours de grossesse à la iatrogénie médicamenteuse et à l'impact potentiel de certains médicaments sur leur grossesse, notamment on pense tout de suite aux AINS. Le deuxième élément qui est aujourd'hui quelque chose qu'on a réussi à mettre dans la loi, le PLFSS 2022, mais qui n'est pas encore décliné réglementairement, c'est le fait que le pharmacien puisse initier et accompagner les patients dans le cadre du sevrage stratégique et notamment dans le cadre d'un remboursement pris en charge par dans le cadre d'un remboursement pris en charge par la puissance publique. Et l'idée, c'est
de simplifier le parcours et d'accompagner les patients pour maximiser les chances d'arrêt. Concernant la vaccination, tout le monde sait qu'aujourd'hui, on a effectivement la possibilité de vacciner contre la grippe et la Covid. Une extension devrait est actuellement possible. Il nous manque quelques brides de texte, mais d'ici début 2023, ça sera pleinement opérationnel. Le pharmacien pourra recruter au comptoir, prescrire et administrer les vaccins chez les plus de 16 ans et même maintenant chez les moins de 16 ans en attente d'une recommandation pour les rappels du calendrier vaccinal dans son intégralité. Ce qui est un élément très intéressant parce que c'est vrai que souvent on se focalise sur la grippe, mais par exemple le pneumocoque, c'est quelque chose qui tue presque autant, provoque autant d'hospitalisation et finalement on ne s'y focalise pas tellement et puis voilà. Sur les éléments de diagnostic et d'orientation diagnostique et de dépistage, donc on a des éléments qui sont inhérents à la lutte contre l'antibiorésistance, comme l'angine, par exemple, mais également la Covid et la grippe. Depuis, à partir du 7 novembre, on pourra également effectuer des bandelettes urinaires en pharmacie et dans un certain nombre de cas, aller et réaliser le testé-traité directement en officine dans des conditions particulières. Et également sur une nouveauté sur les maladies chroniques et notamment les cancers, c'est le fait que le pharmacien peut remettre le CCR, c'est le kit cancer colorectal, qui est un test de diagnostic non invasif avec une bonne sensibilité et spécificité et qui est sous-déployé en France, contrairement à nos confrères européens notamment. Enfin, sur le programme d'échange des seringues, c'est quelque chose qui existe en pharmacie, mais qui n'est pas forcément suffisamment valorisé sur un plan national. Sur le deuxième élément qui est initier et optimiser les traitements, en termes d'initiation de médicaments, aujourd'hui, on a forcément l'initiation de médicaments à prescription médicale facultative, ce qu'on appelle vulgairement l'OTC. Aujourd'hui, un des éléments de difficulté, c'est le fait de ne pas avoir de prise en charge et d'avoir une inégalité financière des parcours de soins pour un médicament qui pourrait être remboursable par la puissance publique. Et aujourd'hui, on a quelques éléments qui nous permettent, et notamment les protocoles de coopération qui nous permettent d'initier des médicaments à prescription médicale obligatoire, comme dans le cadre de l'infection urinaire basse type cystite ou de l'angine, mais c'est des éléments qui ne sont pas, où la réglementation est trop stricte et qui ne peut pas être déployée de façon homogène sur le territoire. Sur l'initiation et l'optimisation, ces éléments d'initiation de médicaments peuvent être complétés par des téléconsultations réalisées grâce à un téléassistanat par un pharmacien en officine. Et sur le deuxième élément qui est finalement optimiser les traitements médicamenteux pour atteindre des objectifs thérapeutiques, on peut avoir un élément aujourd'hui qui est finalement quelque chose qui est fait au quotidien, mais qui n'est pas forcément tracé, donc valorisé. C'est ce qu'on appelle les interventions pharmaceutiques, qui consistent à réaliser une intervention sur une ordonnance pour un motif, pour différents types de motifs, et cela devrait être mis en lumière grâce à la e-prescription où tous ces éléments seront tracés. Et enfin, un autre élément qu'on peut connaître sous le nom de pharmacien correspondant, c'est la possibilité pour un pharmacien, c'est quelque chose qui a été initié par la loi santé Hôpital Santé Patient Territoire HPST de 2009, qui a trouvé son application réglementaire seulement
en 2021 qui permet finalement, lorsque dans le cadre d'un patient stabilisé, le pharmacien puisse finalement renouveler la prescription avec une réévaluation, c'est-à-dire qu'il s'assure qu'un certain nombre d'éléments de biologie ou autres soient atteints et que les cibles thérapeutiques soient atteintes. L'exemple le plus courant, le plus parlant, ça peut être l'INR avec la VK ou la levothyroxine avec la TSH. Si ce n'est pas le cas, soit il peut ajuster les doses selon un protocole, soit il réoriente vers un médecin si la gravité est n'est pas prise en charge à l'officine. Ça, c'est les deux premiers éléments. Sur l'élément 3, qui est l'approvisionnement sûr et continu, effectivement, c'est toujours important de rappeler qu'on a une politique du générique qui est présente en France de façon importante et qui a atteint des performances tout à fait intéressantes tout en respectant pour les personnes, notamment les personnes de plus de 75 ans, une certaine, ce qu'on appelle fidélité à la marque qui permettent d'assurer son observance. Aujourd'hui, dans les textes, on a une possibilité très restreinte concernant les médicaments hybrides et biosimilaires qui sont aussi des politiques intéressantes en termes d'efficience des soins et aussi en termes de sûreté d'approvisionnement et qui sont suffisamment permises réglementairement et législativement en France. Sur les approvisionnements continus, on a un nouvel élément qui a été mis dans la nouvelle convention pharmaceutique sur la dispensation et le maintien à domicile. C'est-à-dire que concrètement, pour les personnes sortant de l'hôpital, donc ce qu'on appelle PRADO, personnes de retour à domicile, c'est l'abréviation, le pharmacien sera sollicité pour aller dispenser les médicaments à domicile. Je dis bien dispenser et pas livrer, c'est-à-dire c'est un personnel pharmaceutique en capacité de dispenser qui ira au domicile du patient. Et dans ce cadre-là, il pourra également assurer son maintien à domicile sous la forme d'éventuellement appareillage de maintien à domicile ou également vérifier son observance, par exemple par un accompagnement pharmaceutique. Enfin, on a également la préparation des doses administrées qu'on connaît sous forme de pilulier. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réalisé dans un certain nombre de cas, notamment les établissements pour personnes âgées, mais qui n'est pas valorisé économiquement et qui n'est pas donc accessible à un grand nombre parce que ce n'est pas pris en charge par la puissance publique. Ça, c'est un élément aussi sur lequel on souhaiterait améliorer. Et enfin, sur la démarche qualité et RSE, ça veut dire responsabilité sociale et environnementale, on a mis dans la dernière convention une grosse priorité sur ces deux thèmes-là, c'est-à-dire qu'on souhaite que toutes les pharmacies de France réalisent à minima une auto-évaluation de leur qualité pour au moins leur mettre un premier pas dans la démarche qualité. Et l'idée ensuite, c'est qu'elles mettent en place des procédures, voire éventuellement aillent vers une certification de leur qualité. Et sur l'élément social et environnemental, les pharmaciens seront incités à mettre en place au sein de leur officine des mesures en termes de responsabilité, c'est-à-dire d'économie d'énergie, de recyclage des déchets et autres éléments qu'on peut avoir sur la décarbonation de notre activité. Sur la gestion optimale des produits de santé par les patients, on a 4 éléments majeurs dans la convention pharmaceutique. Les entretiens asthme, entretiens AVK et anticoagulants oraux directs, et les entretiens anticancéreux qui sont les derniers sortis. L'idée, c'est à travers une séquence de 3 entretiens, à la fois de s'assurer de la bonne compréhension et de la bonne adhésion du patient, de regarder si son traitement est adapté à sa vie quotidienne, ainsi son observance, et de gérer également ses effets indésirables.
sur des thématiques précises que sont celles-ci, mais également sur quelque chose de peut-être plus global pour les personnes polymédiquées via le bilan partagé de médication. Et enfin, sur les soins coordonnés, c'est des structures qui sont émergentes avec différents niveaux de coordination et différents profils. Les équipes de soins primaires sont l'élément le plus souple, c'est-à-dire sans structure physique et sur une échelle de patientèle. La maison de santé, on est sur le même élément, mais avec une structure physique. Et la communauté professionnelle territoriale de santé, qui est une grosse priorité étatique, c'est à l'échelle non pas d'une patientèle, mais d'un bassin de vie ou d'un territoire de santé. Là, on a une logique non pas de projet de soins au sein d'une patientèle, mais de coordination d'une action territoriale et en fonction de missions clés que sont par exemple la prévention, la gestion des crises sanitaires, l'accès aux soins ou également la gestion des parcours pluridisciplinaires, notamment en ville-hôpital. Donc ça, c'était pour vous retracer un panorama actuel de la France, pour reposer un peu le cadre, pour pouvoir comprendre la suite des travaux. Le travail s'est essentiellement concentré, donc les résultats des travaux de recherche sont sur à la fois les enjeux auxquels la France n'a pas répondu ou a partiellement répondu au sein de son système de santé. Donc c'est basé sur une méta-analyse du Haut Conseil de la santé publique. Après, je vous détaille les services qui peuvent répondre à ces enjeux partiellement répondus en fonction de leur difficulté de mise en place, que j'appelle l'effort, et également de l'impact pour lever ce frein et résoudre finalement cet enjeu, cette problématique. Et enfin, voilà, donc la troisième élément, c'est l'appariement. Sur les déterminants de santé, on a plusieurs catégories de déterminants de santé. Pour rester assez macro, on a un déterminant qui est sur le système de santé, notamment sur une logique de répartition géographique, sur une logique de répartition de l'offre de santé entre la ville et l'hôpital, sur des éléments d'efficience des soins et de qualité des pratiques. On peut avoir aussi des éléments, donc ça c'est des éléments à améliorer au sein de l'État français. On a aussi des éléments qu'on appelle des déterminants de santé qu'on appelle comportementaux, où effectivement on a les éléments que sont les addictions au tabac et à l'alcool, qui sont les French paradoxes comme on les appelle, qui sont finalement par rapport aux autres pays de l'OCDE des items sur lesquels on est très en retard, on est les mauvais élèves, et également sur la nutrition où on a un vecteur possible. On a aussi des éléments environnementaux que peuvent être les polluants intérieurs, mais également les polluants et les risques chimiques et autres risques extérieurs. Et enfin, on a un déterminant de santé, des déterminants de santé socio-culturels, et un des principaux, c'est ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est-à-dire la capacité, la connaissance et la capacité qu'a un patient à se préoccuper de sa santé, à comprendre sa santé et à s'orienter dans le système de santé. Sur les services qui peuvent répondre potentiellement à ça, donc on a, j'ai étudié des services sur 10 territoires, donc je parle de territoires parce qu'on n'est pas toujours à l'échelle d'un pays. Donc on a 3 provinces canadiennes que sont la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec. On a la Suisse, les pays du Royaume-Uni. Donc effectivement, au Royaume-Uni, entre l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Angleterre, on n'a pas forcément les mêmes éléments. Et deux autres pays que sont au niveau de l'Océanie, que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce choix a été fait parce que dans les congrès internationaux et dans la littérature internationale, il s'agit des pays désignés comme régulièrement cités comme les plus innovants.
Donc, on peut imaginer que même si d'autres pays ont mis en place des services, ces pays les ont repris pour les mettre en place également. La seule exception que je n'ai pas retenue, c'était les États-Unis, qui est également un pays innovant, sauf qu'on a un système de santé qui est très difficile à analyser au vu de son organisation et des problématiques qui sont très différentes de celles de l'État français. Donc, dans ces 10 territoires, on a déterminé, j'ai répertorié 125 services. Sur ces 125 services, 83 étaient innovants. Quand je dis innovants, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas présents en France ou pas présents sous cette forme-là en France. Et sur ces 83 services, il y en a 27 de référence, c'est-à-dire j'ai globalisé les services similaires entre eux et j'en ai eu 27 après. Voici pour vous donner un panorama de tous les services qui ont été étudiés, enfin toutes les juridictions qui ont été étudiées. L'idée après, c'était grâce à une recherche quantitative que j'ai évaluée, c'était d'évaluer l'enjeu et l'impact de chaque service. Je vous passe le détail et je vous montre directement les résultats. Les résultats les plus intéressants, c'est sur les services à impact élevé et effort faible et sur les services à impact élevé et effort élevé. Tout d'abord, les services à impact élevé, c'est-à-dire potentiellement la meilleure réponse à un besoin du pays et l'effort le moins important en termes de formation, en termes de finances, mais également en termes de logistique dans les officines pour le mettre en place. Donc, il s'agit d'un service de sevrage tabagique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le service de sevrage tabagique n'est pas présent totalement en France. Il est présent, il est promis sous forme d'expérimentation, mais il n'est pas présent, alors que dans la littérature internationale, et notamment en Irlande, on peut prendre le cas de l'Irlande qui l'a implémenté depuis 2005, on a des éléments très probants, notamment sur l'efficience donc l'amélioration de l'accès aux soins, enfin de l'accès à ce produit de sevrage, et également sur la pertinence d'un suivi motivationnel par les pharmaciens, où on a une meilleure adhésion et une meilleure chance d'arrêt lorsqu'il y a un accompagnement par le pharmacien. Le deuxième élément, c'est la prescription et l'administration de vaccins hors grippe. Aujourd'hui, c'est un élément aussi qui est en cours, mais qui n'est pas présent. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, ces travaux-là ont permis d'alimenter aussi les réflexions sur la nouvelle convention. On peut citer également le service de santé sexuelle. Aujourd'hui, le service de santé sexuelle est un service, on va dire, quelque peu réduit à finalement dans un certain cas, la dispensation de préservatifs ou la dispensation de pilules du lendemain dans des territoires comme notamment l'Angleterre de mémoire. On a un service important autour de ça. C'est-à-dire qu'au-delà de ces éléments-là, on a d'autres éléments, notamment de réduction des risques. Donc, ça peut être en termes de propositions de dépistage, ça peut être de prise en charge des infections, ça peut être de conseils en termes de santé sexuelle. Donc, voilà, quelque chose de bien plus global et une priorité qui est mise sur cette thématique-là. On parlait tout de suite de tests. Effectivement, l'orientation diagnostique et dépistage est aussi un élément à très fort impact. On a pu le constater pendant la Covid. L'effort était pas faible, mais était acceptable pour la profession, on va dire, et l'impact a été fort sur la politique publique. On pourrait imaginer de reproduire sur cet effort sur d'autres pathologies comme, comme la lutte contre l'antibiorésistance, les maladies transmissibles, notamment tout ce qu'on disait autour des IST. Sur ces IST, il existe des tests rapides sur le VIH, le VHB, le VHC, la syphilis. Enfin, on retrouve ça dans la littérature. Sur les antibiorésistances, je vous ai cité ce qui existait en France, mais il existe aussi sur le virus de la bronchite
il existe aussi des choses sur la mesure de la protéine réactive qui permettent aussi de différencier une infection virale et bactérienne via des tests rapides. Et enfin, sur les maladies chroniques, on peut avoir des choses notamment sur le risque cardiovasculaire qui peut être un élément de dépistage et d'orientation dans un parcours. Sur l'initiation de de médicaments à prescription médicale facultative avec remboursement, aujourd'hui c'est quelque chose qui n'existe pas en France, qui est plébiscité dans d'autres pays, notamment beaucoup de pays, on va dire anglo-saxons, de façon large, et qui permettent finalement de ne plus avoir de barrières financières à l'accès à la pharmacie et aussi d'avoir des protocoles de dispensation qui permettent d'avoir une certaine robustesse du conseil pharmaceutique et qui est tout à fait intéressante. Les interventions pharmaceutiques, aujourd'hui, c'est un élément qui n'est pas valorisé en France, effectivement. Et à contrario, c'est le cas dans d'autres pays où finalement on peut avoir des éléments de valorisation lorsque le pharmacien repère une interaction médicamenteuse et propose par exemple une molécule de substitution à un médecin ou encore repère un certain nombre de comportements déviants et où il applique une mesure de freinage. Sur l'élément de continuité des soins, il s'agit en fait de services globaux autour finalement de l'accès aux soins, qui est quand même une thématique aujourd'hui majeure de notre système de santé. Et d'ailleurs, l'élément, c'est que finalement, dans ces thématiques-là, avec un impact élevé, on va aussi le retrouver et un effort faible, on va retrouver aussi sur l'autre valence. On a beaucoup d'éléments en termes de prévention et d'accès aux soins, c'est-à-dire que ça relève quand même un besoin criant de notre système de santé. Et ça sera, je l'espère, une place majeure des pharmaciens dans le système de santé. Après vous avoir détaillé cette catégorie, la deuxième catégorie, qui sont aussi des services à impact intéressant, mais qui peut présenter un petit peu plus de difficultés peut-être pour la profession, pour la mettre en place. Après, ces leviers peuvent être levés par soit une forte demande des patients, soit un accompagnement important des représentants de la profession, mais également une incitation financière importante. C'est les leviers qu'on peut activer pour gommer cet effort élevé. Sur l'évaluation et l'amorçage de prophylaxie, je vous ai mis une petite photo de comprimé PrEP. Ça existe dans certains pays. Ça peut être sur le traitement de post-exposition au VIH, par exemple, où il y a des protocoles qui existent au Québec. C'est ce qui me vient en tête tout de suite, mais on a aussi d'autres protocoles. Ça peut être, par exemple, également des protocoles sur la tique et la prophylaxie antibiotique pour la maladie de Lyme. Mais voilà, tout un tas d'éléments qui permettent d'évaluer une situation et d'amorcer une prophylaxie. Un élément qui m'avait paru aussi très intéressant, c'est autour de la santé de la femme et notamment un élément de prévention en termes de malformation fétale. Et sur la malformation fétale, on a aujourd'hui quelque chose qui est dans les recommandations qui permettent d'initier l'acide folique à 2 mois avant la conception et jusqu'à 4 mois après la conception. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas fait de façon globale. Et c'est vrai que le pharmacien est souvent l'acteur où on vient chercher concrètement un test de grossesse et qui pourrait initier de façon facilitée ces prophylaxies et en tirer un bénéfice important pour le système de santé. On a aussi les mesures en termes de premiers soins et soins d'urgence. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont parfois pas forcément assez sollicitées ou assez valorisées. Et c'est des éléments qui permettent également en termes d'accès aux soins de l'améliorer.
et qui sont parfois de l'ordre du vital et qui pourraient être mieux considérés dans les politiques de santé, notamment, pourquoi pas, dans certains pays, il y a des trousses d'urgence minimum où on peut mettre des antidotes comme le glucagon, l'analoxone, de la ventoline, etc., etc., qui sont des éléments intéressants à avoir et pour lesquels les professionnels sont formés à l'administration, éventuellement sous forme orale ou sous forme d'injection, et sur lesquels c'est permis. Nous, aujourd'hui, sur le territoire français, la réglementation est pas forcément très claire sur ces éléments-là. On a aussi un élément en termes de renouvellement avec réévaluation et ajustement des doses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en tant que pharmacien correspondant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas complètement déployé sur le territoire français. C'est pour ça que je l'ai redétaillé. C'est vraiment l'idée de dire pour un patient stabilisé, une consultation médicale par an et de façon itérative, le pharmacien vérifie que le patient et respecte ses cibles thérapeutiques. Et si ce n'est pas le cas, il peut ajuster les doses ou réorienter vers le médecin le cas échéant. On parlait également de la préparation des doses administrées. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu, qu'on a la possibilité de faire, mais alors que c'est un levier important d'observance. On a aussi un élément de service de nouvelles médications qui finalement permet pour, notamment dans le cadre d'une sortie hospitalière où on a une thérapeutique complète, d'avoir un temps dédié et focalisé sur la bonne compréhension des traitements et le suivi de cette bonne compréhension et de cet équilibrage qui permet finalement d'éviter un point de rupture qui a souvent été identifié et source de iatrogénie. On a un élément sur l'examen de l'utilisation des appareils. Aujourd'hui, on sait que c'est notamment toutes les pathologies sous forme d'inhalateurs, c'est des pathologies pour lesquelles on a souvent un défaut d'observance. Et c'est pour cela qu'on a permis, dans ce cadre-là, dans certains pays, d'avoir un temps dédié qui permet d'évaluer la compétence du patient en termes de prise de médicaments et de rectifier si besoin. Tout ce qui est autour des soins pharmaceutiques à domicile, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très restreint en France. Dans d'autres pays, on a des échelles bien plus importantes, notamment l'Australie, qui est un territoire vaste et qui doit aussi répondre à des logiques de perte d'autonomie et d'une population vieillissante et qui a un service important sur ce terme-là pour les personnes à la fois handicapées et les personnes âgées en perte d'autonomie et qui permet à la fois qui permet d'assurer la continuité des soins et d'assurer d'un conseil de qualité au chevet du patient. On peut aussi avoir un élément de conciliation médicamenteuse qui est finalement le fait que le pharmacien en sortie ou en entrée hospitalière, et là on souligne surtout la sortie, puisse avoir une conciliation entre les différents ordonnances du patient et s'assurer que tout ce qui a été réalisé à l'officine à l'hôpital a été compris par le patient, mais également que ça a été repris par le prescripteur pour éviter les problèmes. Et enfin, un service qui a été récemment mis dans certaines provinces du Canada, c'est ce qu'on appelle la demande d'expertise à un pharmacien. C'est le fait qu'un médecin, un infirmier ou un autre professionnel de santé peut soumettre une demande d'expertise à un pharmacien sur un cas précis. Et dans ce cas-là, le pharmacien, son temps est valorisé et son expertise est valorisée pour formuler une réponse ou une recommandation au professionnel de santé qui l'a sollicité. Donc, j'ai conscience que la présentation est un petit peu dense. Après, le but, c'est qu'on puisse discuter je vais vous aborder les limites de ce travail parce que je trouve ça toujours intéressant d'avoir toutes les cartes en main. Et puis après, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est avec plaisir que
que je vous répondrai sur des éléments. Donc, ce travail il a été fait avant la Covid. Les services que j'ai pris ont été effectifs au 1er juillet 2021. À ma connaissance, ils sont encore tous effectifs dans les pays concernés parce que les conventions n'ont pas été mises à jour. Les déterminants de santé que je vous ai évoqués, c'était des choses qui étaient pré-Covid et les enjeux ont été déterminés avant le Covid. Aujourd'hui, on a peut-être eu d'autres déterminants qui ont été mis en lumière ou d'autres qui ont été supprimés. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête. Sur le nombre de territoires, effectivement, je me suis limité à un certain nombre de territoires parce que l'exhaustivité n'était pas possible. Je vous ai expliqué mon choix de territoire concerné et je me suis aussi basé sur des services conventionnés. Pourquoi? Parce que déjà, on ne peut pas on peut pas savoir ce que se fait. Euh, Tous les services qui se font dans un pays, s'ils ne sont pas conventionnés, au moins à l'échelle d'une région. Et ça permet aussi peut-être de se dire que les services qui sont conventionnés avec un organisme payeur public ou au moins la majorité des organismes payeurs privés a une certaine efficience, donc d'où son intérêt et une certaine pertinence pour la puissance publique. Voilà. Et enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai évalué dans mon panel l'impact et l'effort via un panel d'experts. Et effectivement, comme tout travail d'analyse, il y a toujours des limites. Et une petite ouverture, une phrase que j'ai conceptualisée qui disait que l'horizon de la santé en France devra se dessiner en élargissant son champ d'action au-delà du soin, ainsi qu'en décloisonnant ses acteurs pour mieux répondre à ces enjeux et en s'appuyant sur l'intégralité de leurs compétences. C'est un concept qu'on n'a pas forcément en France, mais c'est un concept américain que je trouve assez intéressant, qui s'appelle The Top of the Licensure. C'est-à-dire que c'est l'idée de dire utilisons les top compétences de chaque professionnel de santé, même s'ils ont un panel de compétences, essayons d'utiliser le top de ces compétences pour qu'il soit le plus pertinent pour le système de santé. Et je trouve que c'est un concept extrêmement intéressant et et l'idée de dire qu'aujourd'hui le pharmacien a de nombreuses compétences et on pourrait entre guillemets l'utiliser encore plus pour ses compétences, d'où l'idée de vous présenter tout ce que le pharmacien fait à l'international. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Oui, écoutez, merci beaucoup et je pense qu'on va effectivement pouvoir poser quelques questions. Ce qui est intéressant dans l'assistance de ce soir, c'est qu'on a des participants de différents pays, alors notamment effectivement un certain nombre de Français, un certain nombre de Marocains, mais on a aussi, si je ne me trompe pas, un Canadien et une personne qui vient de Belgique. Donc, on peut avoir peut-être confronté justement un petit peu ce qui se passe entre les différents pays. Donc, la discussion est ouverte. Je vous laisse poser vos questions. Je vais peut-être juste réactiver vos micros, mais je pense que vous pouvez le faire. Donc la discussion est ouverte. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez sur cette présentation très complète et très intéressante. Il y a peut-être juste une chose qui n'a pas été évoquée, c'est le système de prise en charge, en fait, qui est quand même différent d'un pays à un autre et ça doit quand même avoir une implication sur le rôle que peut avoir le pharmacien. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre des pays où le système de prise en charge était le plus proche du nôtre, c'est-à-dire où soit on avait une prise en charge des services du pharmacien par la puissance publique, ou en tout ou partie, ou au moins que les services conventionnés soient conventionnés avec la majorité des complémentaires, enfin des assurances privées. D'où l'idée d'exclure les États-Unis qui a un système très particulier. Après, effectivement, pour référencer tous ces services, j'ai dû finalement comprendre comment fonctionnait le système de santé, le système de prise en charge.
Donc voilà. Non, mais par exemple, en Angleterre, le système est quand même un système de service de santé national. C'est quand même assez différent. Je voulais poser une question. Non, non, allez-y. D'abord, bravo Guillaume, je trouve que c'est très intéressant ce que tu nous as présenté, c'est très ouvert. Alors, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, mais je voulais que tu nous précises ce que tu entendais par effort élevé et effort non élevé. Est-ce que c'est un effort collectif ou est-ce que c'est un effort individuel du pharmacien? Quand tu parles des services, impact effort, ça je trouve très intéressant d'évaluer le ratio, mais qu'est-ce que tu entends plus précisément par effort? En fait, l'effort, ce n'est pas un seul élément, c'est plusieurs éléments. Donc, ça peut être un effort en termes de formation. Donc, est-ce que le pharmacien a la compétence, est-ce qu'il l'acquiert facilement, pas facilement ou difficilement? Ça peut être un effort en termes économiques, c'est-à-dire économique pour le pays. Et est-ce que le service coûte cher globalement ou est-ce qu'il devrait coûter cher par rapport à un impact qui n'est pas forcément toujours élevé? Là, je vous ai sélectionné que les services à impact élevé pour pas que la présentation soit trop longue. Ça peut être aussi des éléments en termes de politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de services étrangers dans un système donné avec des items politiques et des considérations politiques. L'idée, c'était de voir aussi la difficulté à implanter ça dans l'esprit collectif et que le fait que ce service arrive dans notre système de santé. Et ça peut être également des éléments en termes organisationnels, donc concrètement au sein de l'officine, est-ce qu'il y a une difficulté ou pas? Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est organisé collectivement pour mettre en place des tests en officine et on a aménagé nos officines. Donc aujourd'hui, l'effort serait moins important pour implémenter d'autres tests qu'il l'était à l'époque avant les tests Covid. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Voilà. Donc ça peut être différents types et tout ça, ça donne un score global d'effort. En fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Madame Briand. Oui, alors d'abord, moi, je voudrais féliciter Monsieur Racle parce que c'était vraiment très, très bien présenté et la synthèse était excellente. Alors, moi, il y a deux choses qui me tracassent. C'est d'abord, les pharmaciens d'officine essaient de réaliser toutes ces nouvelles missions. Alors, si beaucoup se sont lancés dans les tests de diagnostic, la vaccination, on sait que ça, véritablement, ça a démarré très, très fort. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres missions qui sont peu développées parce que c'est relativement difficile à mettre en place et il n'y a quasiment pas de traçabilité. Comment pensez-vous pouvoir justement présenter tout le résultat de l'investissement des pharmaciens dans une synthèse de défense des missions du pharmacien? En fait, c'est aussi pour ça que j'ai pris cet élément d'effort et d'impact. C'est que, en fait, pour ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une problématique en soi d'avoir un effort élevé. Et peut-être que quand on parle des accompagnements pharmaceutiques, donc les entretiens et les bilans partagés de médication que vous devez avoir en tête, c'est vrai que c'est des services qui demandent un effort élevé en termes de formation, en termes d'adaptation du temps de travail, en termes de conviction du patient, etc. Et pour lever ces freins, déjà, c'est la composition du service. Il y a des services plus ou moins complets. Peut-être qu'en France, on a mis en place un service qui était trop complet et donc du coup trop chronophage et du coup qui demandait trop d'efforts. Ça, c'est peut-être un premier élément de réponse. Et peut-être qu'en face, lorsqu'on a un effort élevé, il faut toujours avoir une composante qui permet de lever cet élément-là. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une sollicitation des patients. On l'a vu au début pour les entretiens AVK et AOD. Il y avait l'assurance maladie qui envoyait un courrier des patients. Donc, en fait, les patients venaient à l'officine et sollicitaient les pharmaciens pour avoir ce service-là. Et finalement, ça a permis qu'il y ait un grand nombre de pharmaciens
de mémoire, on était aux 2 tiers des pharmaciens qui étaient engagés sur ces items-là, parce qu'il y avait une sollicitation des patients. Et je prends aussi l'exemple de la vaccination. La vaccination, c'est un service qui a été tellement sollicité par les patients que même les pharmaciens qui étaient un petit peu réfractaires au début, si on l'ont réalisé la 2e année, parce que finalement, ils ne pouvaient pas répondre à un grand nombre de demandes. On peut avoir aussi un élément financier pour lever ce frein. On l'a vu pour la Covid, il y avait un incitatif financier relativement important qui a permis aussi aux officines de lever ce frein. Au-delà de la demande, il y avait aussi le fait que ça soit une mission où on soit rémunéré convenablement et ainsi, ça permet de lever la difficulté et toute la procédure qu'on avait au début de la mise en place et de la réorganisation de notre officine. Ça peut être un 3e élément. Et puis après, on a aussi un élément de portage de la part de la profession elle-même ou de la part d'un gouvernement. Et c'est vrai que si on continue sur cet exemple de la Covid, on a eu un portage important à la fois de la profession et à la fois des autorités de tutelle pour engager les pharmaciens. Et ce n'a pas été forcément aussi appuyé sur d'autres éléments que vous décrivez comme les accompagnements pharmaceutiques. Donc, il faut juste être conscient de ces enjeux et de ces freins. Et je pense j'espère qu'on va réussir à les lever pour relancer. Pour ce qui est de la vaccination, on se demande comment on faisait avant même. Oui, non mais ça, la vaccination, il n'y a pas de souci. Par contre, sur des problématiques d'intervention pharmaceutique, sur des problématiques même de conciliation médicamenteuse, est-ce qu'il y a véritablement une traçabilité en officine ou est-ce qu'il n'y en a pas d'officiel et c'est dommage? Hop. Oui, Sur les je vous entends interventions pas. pharmaceutiques, en fait, la traçabilité, elle va arriver avec l'e-prescription. Parce que la e-prescription, si vous voulez, globalement, donc ça sera une ordonnance aujourd'hui qui existe sous format papier, sauf qu'en bas, vous aurez un petit QR code qui sera généré automatiquement. Et en fait, quand le médecin va générer sa prescription, elle partira sur un serveur étatique. Et lorsque vous allez arriver en officine, le pharmacien bipera ce code. La prescription se récupérera sur le serveur pour s'implémenter sur le logiciel. Et à partir de ce moment-là, toute modification faite par le pharmacien, hormis bien sûr la substitution, sera tracée. Il y aura 7 motifs les 7 motifs de la Société française de pharmacie clinique de modification apporter une ordonnance et un commentaire devra être mis au-delà de cette intervention-là. Et vraiment, on espère que le fait de pouvoir mettre en lumière ce qu'on fait globalement déjà beaucoup à l'officine, mais qui est invisible et qui va permettre aussi d'être accentué par des ordonnances dématérialisées, mais aussi, pourquoi pas, des aides à la dispensation qui deviennent de plus en plus performantes. Et ces éléments-là, ça va permettre à terme de valoriser, je l'espère, financièrement le travail du pharmacien pour le temps passé et par conséquent l'inciter à en faire davantage parce qu'il y a quand même un incitatif financier qui serait là. Il y a une question écrite Et voilà, et sur la conciliation médicamenteuse, aujourd'hui, juste pardon, sur la conciliation médicamenteuse, aujourd'hui, ce qui peut le plus s'en rapprocher, c'est le bilan partagé de médication. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est mis en place de façon pas assez homogène. Je l'espère que l'arrivée des logiciels qu'on appelait labellisés Ségur et par conséquent une intégration de ces services, parce que c'est pareil, on avait historiquement des logiciels qui étaient des logiciels de dispensation, voire des logiciels comptables, et l'intégration de ces services au sein des logiciels. On a vu les premières versions qui vont être très bien faites, je l'espère, et avoir une interopérabilité aussi avec les dossiers du patient et avec les prescriptions générées par l'hôpital. J'espère vont pouvoir relancer et simplifier. Encore une fois, s'il y a moins d'efforts, on espère qu'il y aura une meilleure adhésion des pharmaciens pour le coup à ces services. Donc, je disais, il y a une question écrite de Madame Scali que je vous lis. Donc, pourriez-vous nous éclairer sur les soins pharmaceutiques et la valeur ajoutée du pharmacien d'officine pour optimiser la prise en charge des femmes enceintes ou allaitantes?
Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les services qui ont été mis en place précédemment étaient souvent des accompagnements assez longs, sous forme de plusieurs séquences, ce que vous décriviez juste avant. La nouvelle convention pharmaceutique a mis en place ce qu'on appelle un accompagnement court, pour le coup, qui est vraiment l'idée d'avoir un point de sensibilisation et un point de prévention court sur la femme enceinte. L'idée, c'est globalement quand une femme se présente au comptoir, soit avec un test de grossesse, soit avec une ordonnance de grossesse ou enceinte tout simplement, de prendre un temps, on va dire, de 5 à 10 minutes qui permet, grâce à l'appui de la campagne médicaments et grossesse de l'ANSM, qui est une campagne de sensibilisation sur les risques des médicaments et notamment des INS. Et grâce à cette campagne-là, déjà à minima de sensibiliser les femmes enceintes sur un certain nombre de médicaments qui ne doivent pas être pris pendant la grossesse, des médicaments aigus, et puis éventuellement d'ouvrir le dialogue sur d'autres sujets comme d'éventuels médicaments chroniques où il faudrait reconsulter pour réévaluer, et aussi, pourquoi pas, d'autres thématiques. Aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de court. Il y a aussi potentiellement une volonté de multiplier ces entretiens courts et potentiellement demain avec d'autres thématiques autour de la femme enceinte, mais aussi d'autres thématiques de façon générale. Mais aujourd'hui, ce qui est ancré dans la convention pharmaceutique, c'est ça, c'est cet élément de médicaments et grossesse avec un temps de prévention de 5-10 minutes pour sensibiliser la femme enceinte sur les risques inhérents à cela. Madame Scali, vous êtes au Maroc, donc est-ce que vous avez un commentaire à ajouter sur cette situation qui est sans doute différente au Maroc? Je ne sais pas si vous m'entendez. Peut-être que si elle a fait pareil. Bon, sinon, je pense qu'on va peut-être pouvoir, à moins que peut-être Gilles Bodefond veuille ajouter quelque chose, comme il profiter de sa présence. Oui, c'est gentil. Moi, ce que je trouve, c'est bien sûr, on a une situation d'organisation des soins qui est catastrophique, comme dans tous les pays où le temps médical est devenu rare. Et malheureusement, ce n'est pas la multiplication d'aides, etc., qui va permettre de passer ce cap, un cap qui va être aggravé par la pyramide des âges des médecins et par les besoins de santé de l'ensemble des Français. On vieillit plus, on dépiste plus, on a plus de pathologies chroniques, le système est beaucoup sollicité et c'est vrai dans tous les pays. Donc, comme Guillaume le disait dans sa phrase de conclusion, il faut se servir de toutes les compétences qui sont à disposition du système de santé et donc pas uniquement axé et tout concentré sur la partie qui est la plus fragile, qui est le temps médical. Et est-ce que les pharmaciens sont bien positionnés pour ça? Oui, compétences, disponibilité, confiance des patients, accessibilité, formation, donc, et présence sur tout le territoire. Donc, il y a là un atout, mais comme les infirmiers, comme les kinés, comme d'autres professionnels qui peuvent bien sûr contribuer à mieux organiser. Le tout, c'est de rendre ces professions plus autonomes, sur un certain nombre d'actes, hein, donc la prévention, le dépistage, mais également la prise en charge de soins non programmés où on n'a pas besoin forcément d'avoir un diagnostic médical, et ensuite de faire intervenir également ces professionnels sur l'accompagnement des patients chroniques, c'est-à-dire le suivi. Quand aujourd'hui un médecin fait une ordonnance de 3 mois, est-ce qu'au bout de 3 mois, quand le patient revient, il fait une véritable réévaluation de la situation du patient? Non, il renouvelle le traitement. Et donc, est-ce qu'on a besoin vraiment de consacrer du temps médical juste à une prescription? On a besoin de médecins pour faire le diagnostic, pour prendre en charge des patients complexes et pas juste renouveler une ordonnance, d'où le statut de pharmacien correspondant. Donc, il y a vraiment une opportunité à saisir pour repositionner le pharmacien dans la chaîne de soins avec une formation à la faculté concentrée sur une grosse partie de pharmacie clinique, d'accueil du patient sur le premier recours. Et donc, on sait que les facultés sont en train de, bien sûr, et depuis un moment, ont vu l'option pharmacie clinique, mais il faut encore le renforcer. Et puis, toutes les politiques de prévention. Donc, on est sur
un moment de mutation, de choix de l'organisation des soins. Et on voit bien que quand on est… Le test, en fait, c'est la situation de crise. Est-ce que quand il y a un avis de tempête, est-ce que le bateau pharmacien tient la route ou ne tient pas la route? Bon, avec le Covid, on a vu que cette profession était organisée, capable de répondre présent et de façon très, très rapide sur une crise sanitaire. Et donc, on a un maillon là qui est plutôt costaud, sur lequel on peut s'appuyer et sur lequel les patients, d'ailleurs, s'appuient de plus en plus. Vaccination Covid, franchement, la confiance des patients, elle est plus à démontrer. On injecte de nouveaux vaccins et on a eu 70% de vaccination en pharmacie. Donc, il y a un moment là important de vrais choix stratégiques d'organisation des soins avec les pharmaciens. Et la thèse de Guillaume vient montrer que toute cette réflexion se fait dans tous les pays, avec plus ou moins des priorités. Mais si on rassemble tout ça, on a là un moyen en fait, de répondre aux besoins des patients. C'est ça qui est important, c'est comment on répond aux besoins des patients. On voit que l'Angleterre s'effondre aujourd'hui avec son organisation et que tous les autres pays sont à la recherche de solutions pour dégager du temps médical. Et le débat ne va pas manquer en France avec la CNR qui est en train de s'ouvrir et où on est au cœur du débat. Comment on dégage du temps médical et comment on harmonise les territoires, ce qui n'est pas une partie facile en France. Très bien, mais écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires qui sont sur ce thème, et sinon je vais remercier encore Guillaume de cet exposé très, très complet. Donc, comme je vous l'ai dit, on a enregistré, donc d'ici quelques jours, je pense qu'on pourra vous diffuser, ainsi qu'à ceux qui s'étaient inscrits qui n'ont pas pu assister finalement, diffuser un replay. Voilà, merci encore à tous, et particulièrement à Guillaume, et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci encore, et à très bientôt pour une autre. Parce que c'était vraiment très, très, très bien. Oui, c'était très bien. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.